Bonjour, bonjour. On va essayer de passer en revue les deux premiers chapitres du même, qui concernent la mobilité et la question des transports et de l'énergie. Donc je passe directement aux pages 3 et 4. Alors à la page 3, l'élément essentiel à comprendre, c'est que les moyens de transport sont essentiels à l'être humain, tout d'abord pour communiquer, d'accord? C'est depuis la nuit des temps que l'homme a cherché à échanger ses produits et à communiquer avec d'autres êtres humains, et c'est pour cela, dans un premier temps, qu'il a fallu construire des voies de circulation. Dans un second temps, eh bien, c'est le fonctionnement de l'économie qui a besoin de ces moyens de transport, ce d'autant plus dans une économie mondialisée comme on le connaît actuellement, où il n'y a pas un seul produit qui ne contient pas des pièces qui viennent des quatre coins du monde. Donc la mobilité, qu'on le veuille ou non, elle est nécessaire pour le bon fonctionnement de nos sociétés. Vous aviez quelques tableaux ici à remplir. Alors, je vous avoue que je ne suis pas hyper fan de ce type de tableau parce que finalement, on pourrait discuter de chacun des avantages, de chacun des inconvénients. Peut-être que vous en avez d'autres en tête qui ne sont pas forcément faux. Donc voilà, ce qui compte, c'est d'être cohérent et puis c'est de comprendre du moins ce qui est écrit dans votre même. Ça peut très bien ressortir Moi, je ne vais pas vous faire ce type d'évaluation, mais ça pourrait ressortir en évaluation finale. Donc il faut avoir compris et avoir rempli correctement ces tableaux-là. Idem ci-dessous, hein, où on parle de transport des personnes, on pourrait discuter pendant 2 heures de savoir si la voiture est confortable et si le train est confortable. Celui qui fait Genève-Lausanne tous les jours à 5h30 pourrait mettre une autre réponse que oui là en bas. Donc on pourrait en parler, on ne va pas le faire. De nouveau, soyez cohérents, puis il faut un petit peu de bon sens. Donc je passe ça vite en revue et j'en viens directement au chapitre 2. Donc je suis à la page 4 du même. Donc voilà, les transports sont nécessaires pour les personnes et pour les marchandises qui doivent pouvoir être transportées tout le temps, à n'importe quelle heure et dans toutes les directions. L'offre de transport actuellement, on se rend compte qu'elle a des limites et que les transports perturbent l'environnement de 3 manières qui sont un petit peu toutes liées, et ça vous devez être capable de les citer. La première, c'est évidemment la pollution, d'accord, la pollution de l'air que nous respirons. Il y a la question du bruit qui est assez nouvelle, hein. On parle de plus en plus des nuisances sonores et de l'impact négatif que ces nuisances auraient sur notre santé, qui provoquerait du stress, etc. Alors évidemment que la personne qui habite à Montbovon va certainement moins souffrir des nuisances sonores que celui qui habite au centre-ville de Zurich, on est d'accord. Mais c'est une perturbation liée au transport. On parle aussi beaucoup d'encombrement et de la conséquence qui s'ensuit du bétonnage, d'accord? Parce que plus il y a de voitures sur les routes, plus il y a de trafic, plus il y a d'embouteillage, et plus on aura la tendance à reconstruire une nouvelle route ou à agrandir la route pour désencombrer la route existante, mais pour finir, on va bétonner un peu plus ce qui est déjà bétonné, et petit à petit, ça va amener de nouveaux utilisateurs sur la route, donc on va revenir dans ce cercle vicieux où plus il y a de routes, plus il y a de gens qui prennent la voiture, plus il y a de gens qui prennent la voiture, plus il y a d'embouteillages, etc., etc. Néanmoins, vous devez être capable de citer ces 3-4 éléments-là. Comment résoudre cette contradiction? Eh bien, évidemment que l'idéal serait de tout faire passer sur le rail ou de faire passer la majorité des transports de personnes ou de marchandises sur le rail. C'est ce qui est un petit peu fait en Suisse, où voilà, on essaye de développer au maximum les transports publics, hein. La Suisse investit énormément, il y a eu le tunnel du Lötschberg, etc. Elle investit énormément pour permettre le transport de marchandises et de personnes, mais ça a des coûts faramineux, hein, de construire une voie de fer, d'acheter de nouveaux trains, de former et d'embaucher ensuite des nouveaux conducteurs, etc. Et puis tous les gens nécessaires à l'entretien de ces chemins de fer. Donc ça a des coûts, c'est pas anodin. Mais néanmoins, en Suisse, on essaye. Et les autorités essayent aussi en pénalisant le trafic automobile. Donc pour inciter les gens à prendre le bus, on va faire de plus en plus de taxes sur le CO2, de péages urbains, de taxes sur l'essence, etc. Péage urbain, ça n'existe pas encore tellement en Suisse. Quoiqu'à Genève, il commence à y avoir des restrictions, non pas financières, mais avec les petites vignettes en fonction de la pollution qu'émet votre voiture. Vous avez une vignette d'une certaine couleur, d'une certaine catégorie, et vous avez, en plein été, lorsque les taux de pollution sont élevés, vous avez par exemple le droit de circuler tous les jours, ou un jour sur deux, ou tout à coup, vous avez une interdiction totale de circuler au centre-ville de Genève, par exemple. C'est nouveau, ça a été mis en place l'année passée. Donc on commence gentiment ça en Suisse, hein. Économie d'énergie et pollution à la page suivante.
Donc il y a plein d'acteurs qui peuvent se mobiliser pour essayer de limiter la consommation d'énergie liée au transport. Il y a évidemment les constructeurs de voitures qui font des efforts en soit produisant davantage de véhicules hybrides électriques ou en produisant des voitures où la consommation diminue. Alors attention, ça peut porter à confusion parce que quand on voit le nombre de 4x4 qui rentrent sur le marché chaque année, mais néanmoins il faut bien comprendre que ces 4x4 consomment par rapport à leur poids, ils ont des moteurs beaucoup plus performants et beaucoup plus propres que de petites vieilles voitures des années 80. Donc il faut toujours mettre ça en pondération. Des fois, on pourrait être étonné de voir que finalement la Audi Q5 consomme pas forcément beaucoup plus à poids égal que la petite Toyota des années 85. Euh, Malheureusement, c'est plus compliqué que ça. Donc tout n'est pas blanc ou noir. Après, il n'empêche que plus votre voiture est petite, plus elle est légère, moins elle va consommer, en théorie. Les pouvoirs publics essayent eux aussi d'inciter les gens à réduire leur consommation par des expertises. D'accord, en Suisse, on a un système d'expertise de véhicules assez strict. Si vous êtes propriétaire d'un véhicule, vous devez aller tous les temps de milliers de kilomètres faire expertiser votre véhicule. Et il y a des tests anti-pollution, etc., qui sont faits et qui sont assez sévères. On peut vous retirer la carte grise du véhicule si tout à coup ça dépasse les indicateurs exigés. Et enfin, on demande aux entreprises aussi de jouer le jeu avec un exemple, par exemple des camions chargés à l'aller et au retour. C'est-à-dire que mon camion que j'envoie au Tessin livrer du matériel, il faut essayer de combiner ça pour qu'au retour, il puisse ramener quelque chose qui sera utile sur le canton de Fribourg. On essaye, c'est pas toujours le cas. Une chose que vous devez bien comprendre concernant cette pollution de l'air, c'est l'impact du gaz carbonique. Là, on est un peu dans la chimie, moi je ne suis pas une spécialiste non plus. Je vous invite à regarder la vidéo sur le lien qui se trouve sur OneNote pour comprendre bien comment ça fonctionne ce gaz à effet de serre. L'essentiel qui nous concerne ici, c'est le gaz carbonique, d'accord ? On sait que ce gaz carbonique est directement responsable de l'effet de serre, du gaz qui produit cet effet de serre, et du coup, c'est en impactant les émissions de gaz carbonique qu'on aura un impact sur ce fameux réchauffement climatique. Je vous rappelle que le réchauffement climatique, il a plein de conséquences. Alors il y a des conséquences en termes de biodiversité, évidemment, avec la faune et la flore qui souffrent, mais il a aussi des conséquences sur l'être humain directement, avec une augmentation des températures, donc la fonte des glaciers, donc les niveaux d'océan qui montent. Donc on va aussi être face à des migrations importantes. Tout le sud de l'Inde, des immenses villes avec des centaines de millions d'habitants risquent de disparaître. Ces gens-là, il faudra bien qu'ils aillent vivre ailleurs. Donc il y a tout un tas d'enjeux là autour dont on n'a encore pas toujours pris la mesure, mais il y a d'importantes migrations qui vont venir liées directement non plus aux guerres, non plus aux problèmes économiques, mais aux problèmes environnementaux. On parle aussi d'effets sur la santé. On voit de plus en plus apparaître au nord des Alpes des moustiques, par exemple, les fameux moustiques tigres qu'on a repérés déjà plusieurs fois en Gruyère, qui commencent à se reproduire en Gruyère, qui arrivent très bien à vivre en Gruyère, alors qu'auparavant, on ne les trouvait qu'au sud des Alpes. Et ces moustiques tigres sont connus pour propager certaines maladies comme le paludisme, etc. Donc attention, en Suisse, ce n'est pas encore le cas, ils ne propagent aucune maladie, soyez rassurés, mais qui sait, d'ici 10, 20, 30, 40 ans, est-ce que certains pourront être vecteurs de maladies qui jusque-là étaient complètement absentes du nord des Alpes? C'est une question. Les biocarburants, je vous ai aussi mis un lien vidéo pour bien comprendre les fameuses 3 générations. Je vous les ai mis en jaune là, donc je ne vais pas en parler longuement ici. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que biocarburants, on oppose les biocarburants qui sont créés à partir de matériaux organiques aux carburants fossiles. Et ces carburants fossiles, très concrètement, c'est le pétrole, le charbon et les gaz naturels. Pétrole et charbon sont les 2 principales énergies fossiles, et ce sont eux qui sont principalement responsables des émissions de gaz carbonique qu'on avait là en haut. Donc, d'un point de vue logique, sans parler d'idéologie écolo ou quoi que ce soit, mais d'un point de vue scientifique et logique, si on limite notre utilisation de carburants fossiles, nous aurons un impact sur l'effet de serre et du coup, nous aurons un impact sur le réchauffement climatique. Je caricature, mais c'est à peu près ça, et si vous comprenez ça, vous comprenez à peu près l'essentiel.
Je vous laisserai lire tout ce qui concerne ces biocarburants et vous devez être bien capable de comprendre les enjeux qu'il y a pour chacun de ces biocarburants. Si je prends ceux de la première génération, voilà, on veut créer du biocarburant à base de colza, de betterave, de sucre, de palme, tout ce que vous voulez. Mais du coup, il y a une concurrence directe qui est faite entre un biocarburant et un produit que l'on peut normalement manger. Donc finalement, ça fait peu sens de devoir faire davantage de champs, donc de devoir déforester encore plus. Hein. C'est ce qui se passe actuellement en Amazonie, en Indonésie. On détruit des forêts entières pour produire des betteraves, du sucre, des palmiers à huile, etc. Et du coup, ça fait peu sens de soigner le mal par quelque chose de mal aussi. Donc finalement, à quelque part, certains disent qu'il vaut mieux utiliser du pétrole que ce type de biocarburant. Je ne sais pas s'ils ont raison ou pas, mais c'est un avis. Je vous laisserai lire les deuxième et troisième générations, toujours en gardant à l'œil, finalement, est-ce que un biocarburant qui est produit dans un champ, je reparle de la betterave sucrière, est-ce que finalement les tracteurs qui vont devoir travailler à l'entretien du champ, est-ce que les pesticides qu'on va devoir mettre dans ce champ, est-ce que l'usine qu'on va devoir construire pour travailler la matière première, pour la transformer en biocarburant, est-ce que tout ça, d'un point de vue environnemental, fait sens? Et c'est la grande question. Et la deuxième question, c'est les coûts. Est-ce que si un biocarburant à base d'algues coûte 10 € le litre, est-ce que vous aurez envie de l'acheter alors que c'est 1,50 € l'essence à la pompe? À discuter. Je m'arrête ici pour cette vidéo. Je vous laisse déjà digérer ça et éventuellement regarder les vidéos sur les liens YouTube que je vous ai envoyés. Voilà mon travail. À bientôt.